Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Et bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Pierre Cochat de nouveau. Alors pour les auditeurs du podcast, on a déjà reçu Pierre il y a quelques semaines. Donc Pierre est un coach professionnel, sophrologue, préparateur mental depuis 2012. Donc les auditeurs peuvent retrouver toutes les informations sur ton site performanceetcoaching.fr et comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens que je cite dans la description. Alors comment ça va Pierre depuis la dernière fois? Écoute, bonjour Pierre, ça va très très bien. Merci de me proposer de nouveau qu'on échange ensemble. C'est vraiment un grand plaisir et tout va très bien. Bah ouais, non, c'était vraiment bien la dernière fois. L'épisode a eu un franc succès et du coup, bah, ça nous a donné l'idée. Pour l'épisode de la dernière fois, on avait dressé un tableau un peu général de ce qu'était la préparation mentale, de tes différents, on va dire, champs d'intervention dans ce domaine-là, tes pratiques, etc. Et ça nous a donné l'idée, du coup, de décliner un peu d'autres épisodes avec des focus un petit peu plus, comme son nom l'indique, en rentrant en profondeur sur certains thèmes. Et les thèmes sont évidemment les outils que tu vas utiliser le plus dans tes accompagnements. Et du coup, aujourd'hui, on va plutôt, je te laisse un peu introduire les différentes techniques que tu utilises. Et après, sur une deuxième partie d'épisode, on rentrera vraiment sur un thème en particulier qui aujourd'hui sera la respiration. Alors effectivement, hein, pour refaire hein, le lien avec l'épisode précédent, hein, vraiment la prépa mentale, pour moi, donc il y a vraiment deux aspects, hein. Il y a un aspect connaissance de soi, qui est ce qui se fait sur un temps, j'allais dire, un peu long. Et puis, il y a un deuxième temps qu'on fait en parallèle, qui est le fait de développer des habiletés mentales. Et pour développer des habiletés mentales, on va utiliser différents outils, différentes techniques. Et donc, notamment, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est la respiration. C'est ce qu'on appelle la relaxation, apprendre à se relâcher, et la visualisation mentale, l'imagerie mentale. Et en fait, moi, dans mon parcours, je me suis formé en fait au top, ce qu'on appelle les techniques d'optimisation du potentiel. En fait, ces techniques, hein, c'est le docteur Édith Perropierre, qui est médecin et sophrologue, qui les a conçues dans les années 90. Elles ont été conçues pour le bataillon de Joinville, hein, donc pour des sportifs de haut niveau qui étaient militaires. Et pourquoi en fait moi je me suis formé au top, c'est parce que justement les quatre piliers des tops, c'est la respiration, l'imagerie mentale, la relaxation et ce qu'on appelle le dialogue interne. Et donc on va utiliser, et j'utilise en fait moi ces techniques pour tout ce qui est gestion du stress, la concentration, la prise en compte des émotions et la régulation émotionnelle, la gestion de la fatigue. Parce que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand on est dans une situation à enjeu, on peut être ce qu'on appelle en hyperstress, c'est-à-dire vraiment une zone de stress inadaptée où on est très stressé. On peut être à l'inverse en hypostress, c'est-à-dire aussi une zone de stress inadaptée, mais où en fait on est un peu tout mou, on n'est pas bien dans le moment présent, quoi. Et il y a cette zone du milieu qui est la zone optimale d'activation. Donc vraiment, cette zone d'activation optimale, c'est là où on est performant. Et donc justement, hein, les tops, et notamment la respiration, permettent à certains moments soit de se calmer, soit de se dynamiser. Donc se calmer, je suis en hyperstress, je me calme pour descendre dans ma zone adaptée. Soit je suis en hypostress, donc un peu tout mou, et à ce moment-là, je vais utiliser des techniques pour me dynamiser, pour monter en énergie. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça fait écho à ce qu'on disait dans le premier épisode, cet accompagnement-là.
euh, est multiple, en fait, c'est multifacette. Complètement. On pense toujours que c'est quelque chose qui va être utile pour réduire le stress. Enfin, dans l'inconscient collectif, c'est vraiment la préparation mentale, c'est je dois pas trop stresser, je dois pas stresser, je dois faire face au stress, machin. Bah, ça peut être l'inverse. Il y a des athlètes ou des personnes, tout simplement, le stress réagit différemment en fonction des gens. Tout à fait. Et justement, ces techniques-là sont assez, bah, tu vas nous en parler, assez optimales justement pour remettre la bonne dose, la juste dose de stress, parce que le stress est aussi très très bon. Bien Enfin, sûr. il a une utilité, c'est pas qu'il est très bon, c'est qu'il est là, il est pas là pour rien. Mais après, il faut savoir comment l'utiliser, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, donc le père du stress, hein, c'est qui a posé les études, même le mot stress. Hein, donc c'est un Canadien qui s'appelle Hans Selye. Et Hans Selye, il décrit que la première phase du stress est un stress positif qui met en action. Et d'ailleurs, ça porte un nom, ça s'appelle le stress, c'est-à-dire EU stress. En anglais, ça s'appelle le distress. Et cette période-là, en fait, c'est une période où en fait on est hyper vigilant, hyper concentré, nos sens sont hyper développés. Et typiquement, c'est une zone où on cherche à être, par exemple, quand on est sur un plot de départ ou quand on est dans des starts. C'est-à-dire cette hyper-vigilance qui fait qu'on entend tout, on est hyper focus sur ce qui va se passer dans les secondes à venir. Et je veux dire, on est complètement orienté vers sa performance, quoi. Oui, et ensuite, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Enfin, j'extrapole un peu, mais on a tous la même réaction chimique, on va dire. Ça envoie Tout à fait. un maximum d'hormones pour justement avoir ce moment d'hyper concentration à tout et d'hyper vigilance. Mais après, avec notre histoire personnelle, on va y réagir par des émotions qui nous sont propres. Et Exactement. c'est là que je pense que ça devient intéressant de pouvoir gérer ces émotions-là, parce que d'autres, certes, quand d'autres vont être galvanisés et vont se sentir pousser des ailes, certains vont être complètement tétanisés parce que justement, trop de bruit, trop tout, trop d'informations. Exactement. 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 Ok, ok. Est-ce que tu veux du coup nous parler un peu plus des tops ou rentrer un peu dans le... Non, mais ce que je pense, c'est qu'on va sur les tops, hein, c'est vraiment des techniques que Edith Perrault-Pierre, qui est sophrologue, donc a utilisé, hein, ces techniques de sophrologie, et on a fait des protocoles spécifiques qui sont des protocoles courts, ou que l'athlète, ou même qui sont utilisés dans la vie civile, hein, puisque par exemple, il faut savoir que les tops, ils sont utilisés dans les hôpitaux, ils sont utilisés dans la police, dans la gendarmerie, ils sont utilisés chez les pompiers. Donc à la fois avant des moments à enjeu, pendant les moments à enjeu et après les moments à enjeu pour tout ce qui est récupération. Et donc, les tops, hein, c'est à la fois le fait, comme je disais, hein, d'utiliser des techniques de respiration, des protocoles autour de la relaxation, des protocoles autour de la visualisation mentale, et aussi de ce fameux discours intérieur, c'est-à-dire les mots qu'on peut se dire plus ou moins à haute voix, hein, quand on est avant un moment ou pendant ce moment à enjeu où il peut se passer des choses et on peut avoir ces fameuses pensées qui nous traversent, ces fameuses émotions qui nous traversent et comment en fait on les verbalise à ce moment-là, quoi. Et comment je sais pas, est-ce que tu aurais un exemple ou des choses que tu as peut-être vécues avec toi ou avec des athlètes, de comment mettre en pratique, enfin comment se préparer avec ces tops. Donc, est-ce que ça se fait avec toi en visio ou au cabinet? Est-ce que ça se fait sur des courses de préparation? Est-ce que comment Ah ça bah, se déroule C'est ça? c'est- c'est ce que moi j'appelle vraiment toute la palette de l'accompagnement en prépa mentale, c'est-à-dire que au départ, ces protocoles, hein, on va les apprendre au cabinet ou en visio. Voilà. Donc, et c'est pas des protocoles, je dirais, qu'on apprend comme ça bêtement. Ils sont à chaque fois co-construits, co-adaptés à la situation de chaque athlète.
moi, j'ai la chance d'accompagner dans des sports qui sont très différents. On va pas un trailer, c'est pas la même chose qu'une cavalière, qu'un kayakiste ou qu'un biathlète ou qu'un triathlète, par exemple. Voilà. Donc, les sports ont chacune des spécificités. Donc, le même protocole, il va être adapté au contexte. Donc, il y a un premier élément d'apprentissage qui est effectivement de co-construire et de faire apprendre à l'athlète, en fait, un protocole donné. Après, il va répéter ce protocole, lui de son côté. Il va avoir cet effet de répétition, de s'entraîner avec ce protocole. Ça lui permet de l'apprendre, de l'intégrer, de le challenger, ce protocole, c'est-à-dire de dire, ah bah tiens, il y a ça qui marche pour moi, ça marche pas, etc. Et puis après, il va l'intégrer dans ses entraînements. Typiquement, euh, par exemple, des biathlètes que j'accompagne, sur des séances d'entraînement, ils utilisent des protocoles qu'on a vus au départ, mais en séance d'entraînement. Et puis après, donc on a des retours, on a des feedbacks, on corrige. Puis après, ils vont l'utiliser en compétition. Et l'idéal, c'est de commencer par des petites compétitions, entre guillemets, où il y a moins d'enjeux, avec toujours ce mécanisme de feedback, c'est-à-dire j'analyse ce qui s'est bien passé, comment je peux corriger les choses, etc. Donc c'est vraiment toujours un travail d'aller-retour entre ce que j'ai appris, ce que je mets en place, qu'est-ce que je peux corriger, etc. Et donc, on part comme ça, hein, c'est vraiment le fait de l'utiliser à la fois à l'entraînement, chez soi, à l'entraînement, sur des petites compétitions et sur les objectifs de saison, quoi. Ouais, c'est, on va dire, une progressivité Voilà, naturelle. Enfin, la voilà, théorie, la pratique, et voilà, puis voilà, la mise en pratique jour J, quoi. Tu vois, voilà. tu parlais des biathlètes, ben, on est au moment où on enregistre le podcast, on est en championnat du monde de biathlon, là, en ce moment. Mhm. Et je regardais encore bah, hier après-midi, et c'était l'individuel avant-hier. Et je me disais, quand ils partent pour faire 20 tirs et que le premier, il le rate, et là, je me disais, putain, dans la tête, il y a intérêt d'avoir des bases solides parce que la course est longue, c'est 20 kilomètres. Ils partent pour plus d'une heure tout seuls et ils savent déjà. Quand on rate la première balle dans la tête, il doit se passer mais 1 million de choses, quoi. Ça doit être terrible. Ce qui est particulièrement difficile dans le biathlon, c'est que c'est vraiment deux disciplines très différentes et qui mobilisent deux choses très différentes, puisque au tir, il faut essayer d'être le plus calme possible, concentré, et en même temps, il y a quand même un challenge de vitesse, de tirer assez vite, puisqu'on voit bien que euh, il faut perdre le moins de temps possible au tir et ne pas faire d'erreur, donc avec toute la précision. Et Hmm. puis la partie ski qui, pour elle, au contraire, est hyper cardio et il faut y aller à bloc, quoi. Et donc il y a cet enchaînement où on passe de l'un à l'autre, tout ça, tout intégré, et où effectivement, en plus, il faut arriver avec une forme de relâchement quand on arrive au pas de tir, et effectivement, enchaîner ces tirs, c'est vraiment un sport où d'ailleurs la prépa mentale est déjà assez bien en place et il travaille beaucoup dessus, et notamment la respiration, parce que la respiration, elle est cruciale sur le tir, que ce soit tir debout ou tir couché. Et notamment, par exemple, le tir couché, ben, comme on appuie sur le corps, le diaphragme, par exemple, il est nettement moins libéré que quand on est en tir debout. Donc, pour le coup, les biathlètes ont un vrai apprentissage de la respiration. Ouais, et on les voit bien quand ils sont en tir, bah, debout pour le coup. On voit bien la respiration diaphragmatique avec le ventre. On voit le ventre pas se dégonfler, mais se détendre d'un coup. Mais c'est très rapide parce que bah, il respire entre les balles. Et ouais, on voit bien ça. Et du coup, bah, je me risque à un petit être parallèle avec les ultra-trailers ou les trailers. Euh, on est sur un effort qui va être cardio intense, bah, plus sur le trail court, et on arrive à un ravito.
faut avoir l'esprit clair. Bon, on va pas tirer 5 balles dans la cible, voilà. Mais faut avoir l'esprit le plus clair possible pour pas se stresser à ce moment-là parce que ça sert à rien. Pour pas forcément aller vite, mais faire les choses bien et tranquillement. Et c'est comme ça que ça va vite au final. Et c'est vrai que ces phases, c'est ce que tu dis, c'est des phases qui ont rien à voir, où on coupe en fait la filière énergétique, comment dire, l'engagement mental dans lequel on est pour faire complètement autre chose à ce moment-là. Et après, poum, faut repartir. Et Et c'est là où justement, hein, il y a un autre aspect de la prépa mentale qui est intéressant, qui est ce qu'on appelle la construction des routines. Donc les routines, hein, c'est vraiment un sujet à part, enfin à part entière en prépa mentale, parce qu'il y a plein de formes de routines différentes, hein. Il y a des routines pré-compétitives, il y a des routines pendant la compétition, pendant le match ou la course que je suis en train de faire, etc. Donc il y a vraiment le sujet des routines, c'est vraiment quelque chose de très large. Mais effectivement, le fait que quand j'arrive pour mon trailer, mon ultra trailer, sur un point de ravitaillement, que je sais que ma routine avec la personne qui va me faire l'assistance, c'est clac, 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 comme ça, c'est extrêmement important qu'elle soit posée, bien calée, surtout si voilà, on est, je dirais, dans une pratique compétitive, on va dire, du trail, où on veut jouer un podium ou un chrono, ou voire même la gagne, carrément, ouais, ouais, bah c'est marrant parce que même peu importe le niveau, moi je me rends compte que j'aime pas traîner au ravito. Déjà parce que j'ai envie de courir en fait. J'ai pas envie de traîner au ravito parce que plus je hein. traîne là, plus le temps passe et plus quand on va passer 12, 13, 15 heures dehors, bon ça suffit quoi. On n'a pas, c'est déjà bien comme ça quoi. Si s'il y a 5 gros ravitaux sur une course de 100 km, si on rajoute 20 minutes à chaque fois, voilà. Et je déteste ça. Et en même temps, je suis heureux d'aller vite, en prenant mon temps, mais sans traîner, parce que déjà, je vais rattraper peut-être une quinzaine de places. Parce que Ouais. je suis on va dire, je suis dans le gros du paquet. Donc, il y a beaucoup de gens qui traînent, qui aiment bien traîner, qui profitent, qui discutent et tout. Mais moi, j'aime pas j'aime pas du tout ça. Et au contraire, j'aime bien optimiser ce moment pour me dire, bah, sans faire d'effort, je gagne du temps, en fait. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, ok sur les tops, hyper intéressant et Pour les tops, on effectivement, pourra en revenir en détail, puisque vraiment, il y a plein de protocoles ouais, différents qui sont utilisables de manière différente, hein, avec et qui mixent vraiment toutes les quatre piliers, hein, les quatre techniques. Donc, on pourra vraiment en rediscuter à un moment particulier. Ça peut nécessiter vraiment même un épisode rien que là-dessus, puisque d'ailleurs le docteur Edith Perropierre elle a édité un livre, hein, dessus qui est vraiment un livre extrêmement complet. Et moi, je recommande non seulement bon, la lecture du bouquin, mais surtout pour ceux qui sont intéressés de suivre les formations, hein, sur les tops, hein. C'est vraiment très intéressant. ouais, ça paraît être un outil assez redoutable, Ouais. effectivement, pour gérer plein de choses. Ben, on parlait des ravitaux, mais même sur trail court, on voit le trail est un sport jeune, pas encore très médiatisé. Plutôt, on est dans l'amateurisme et c'est ce qui fait aussi le charme de la chose, hein. Je jette pas la pierre, c'est juste un constat de pouvoir prendre le départ avec un champion du monde sur la même ligne de départ. Ça reste exceptionnel, hein. Hommes, femmes, toutes catégories d'âge confondues, on part tous en même temps. Franchement, on peut les compter sur les doigts d'une main, les sports qui Bien ont cette sûr. pratique-là. Donc c'est vraiment très, 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 très agréable. Mais par contre, bah, on voit que même des élites testent des choses un peu en mode amateur. Et ça fait rigoler parce que ça fait évoluer les choses. On voit que bah, ils ont travaillé certainement une imagerie mentale de ce qu'ils vont faire. Ils arrivent au ravito. Et là, je pense à Thomas Cardin l'année dernière. Il avait vu un Anglais, John Albon, faire ça sur une de ses précédentes courses et lui prendre 20 ou 30 secondes sur le ravito, juste en étant meilleur sur le ravito. Et en fait, il se faisait tendre un sac en plastique par sa compagne ou par un gars de son team, avec dans le sac en plastique, il y avait la flasque remplie avec le sucre, enfin les glucides qui allaient bien, et 2 barres. Et en fait, il s'arrête pas, il chope en passant, en courant, puis il court vite, donc il chope le sac en passant.
Lui, il jette à l'avance ses trucs de ses poches et il prend du sac en plastique, il met dans ses poches et après il jette le sac en plastique ou il le met dans sa poche derrière. Et il disait, putain, c'est fou, moi je me suis arrêté, j'ai posé ma flasque, j'ai discuté 15 secondes avec mon entraîneur, je suis reparti, comme on faisait tous. Et lui, il a fait ça, il a pris son sac en plastique, il est parti, il nous a mis 30 secondes, on l'a jamais revu. Et ouais, c'est rigolo parce que c'est travaillé, du coup, c'est vu par eux, donc maintenant eux essayent de le refaire. Et évidemment, je les imagine bien, j'imagine bien que ces gens-là refont ça à l'entraînement parce que on s'improvise pas, bah, surtout que c'est des gens qui jouent des choses. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur du coup, un petit focus respiration? Donc les Oui, tout à respirations fait fait, partie des quatre top. tout à fait, Et surtout, bah, fait partie quand même, c'est un peu la base de tout, hein. complètement. Si on respire pas, au mal, on va avoir des petits soucis. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, moi, ce que j'aime vraiment, mon expérience pour le coup de sophrologue, mais pas uniquement de sophrologue avec des athlètes, hein, de sophrologue de ville, hein, c'est que je suis toujours étonné que les gens prennent conscience du pouvoir de leur respiration. J'explique ça, c'est-à-dire que en fait, la respiration, elle est tellement naturelle pour nous qu'on n'y prête même plus attention, évidemment. Et donc, en fait, quand au contraire, on explique et on fait prendre conscience de ce que c'est que notre respiration, les gens ouvrent des yeux ébahis autour de ça, alors que justement, hein, c'est un outil simple et ultra puissant. Alors, je dirais, bon, moi, je suis pas médecin, hein, mais ce qu'il faut juste comprendre, hein, c'est qu'au niveau de notre cerveau, donc, on a le système nerveux autonome hein, qui gère toutes les fonctions automatiques du cerveau. Et dans cette partie du système nerveux autonome, on a ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, qui est en fait l'accélérateur. C'est-à-dire qu'en fait, quand il se passe quelque chose, c'est lui qui nous permet de nous activer, c'est celui qui nous monte en énergie. Et puis, on a le système nerveux parasympathique qui, lui, est le frein. Donc, vraiment, c'est comme une voiture, hein. On a l'accélérateur et le frein. Le parasympathique, ben, effectivement, c'est celui qu'on va chercher à activer quand on veut justement se déstresser, etc. Et donc, quand on cherche à ralentir notre respiration, on va stimuler en fait ce qu'on appelle le nerf vague. Et ce fameux nerf vague, en fait, il va ralentir le pouls, il va favoriser tout ce qui est oxygénation, etc. Et donc, effectivement, on se rend compte que à ce moment-là, on va utiliser notre frein. D'accord. Euh, donc, moi, par exemple, sur la respiration, la première prise de conscience que je fais faire aux gens, c'est quelque chose d'extrêmement simple, qu'on peut même faire là tous les deux. C'est simplement d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche. C'est-à-dire, c'est de prendre conscience que quand j'inspire par le nez, j'ai un flux d'air qui rentre par le nez et quand je souffle, j'en ai un autre qui passe par la bouche. Rien que déjà le fait de porter son attention sur euh, peut-être la fraîcheur qui rentre dans le nez, les sensations au niveau des narines, et puis quand j'expire, j'ai une sensation plutôt de chaleur, je sens le souffle sur les lèvres, etc. C'est quelque chose de tout bête, mais ça permet justement de prendre conscience de la respiration, puisque finalement, notre respiration, c'est une respiration assez simple, hein, sur deux. On va voir qu'il y a plusieurs temps, mais on a un temps d'inspiration et un temps d'expiration. Donc ça, souvent, c'est la première chose que je fais pratiquer, juste de prendre conscience de ça. Bah, c'est hyper important. Tu vois, j'ai une petite histoire personnelle sur le sujet. Un jour, je rentre chez un acupuncteur, une acupunctrice Ouais. pour être précis, un peu branché spirituel, rebouteux, tout ça. Et au moment où je rentre dans le cabinet, elle me regarde, elle me dit ah, toi, tu respires pas. Et je lui dis bah, pourquoi je respire pas? Elle me dit t'es en apnée tout le temps. J'étais rentré, j'étais pas encore assis. Ça faisait 5 secondes que j'étais rentré. Et elle me dit de faire
ce que tu viens de dire, de prendre conscience de ma respiration une seconde. Et c'est vrai que ben, j'ai remarqué ça. Après, j'ai remarqué ça chez les autres. J'ai remarqué ça chez mon père, que je tenais un petit peu ça, un peu de lui, Mhm. qui, qui respire un peu comme ça par le haut. Mhm. Du coup, on respire que du poumon et limite juste sur la partie haute du poumon, voire Tout à fait. de la gorge, quoi. Tout à Et fait. ça fait que, bah, il y a, je vais dire un grand chiffre, mais il y a peut-être 70% de la cage que j'utilise pas de ma capacité pulmonaire. Super. Et, donc ça m'avait marqué. Et moi, ça fait, deuxième anecdote, ça fait à peu près 17 ans que je pratique la méditation. Mhm. Et au cours de cette pratique, j'ai découvert la méditation Vipassana. Mhm. Et j'ai fait plusieurs, je ne sais pas si on peut dire des stages, mais c'est des retraites plutôt de 10 jours. Et sur les 10 jours, où on médite à peu près 10 heures par jour, les 3 premiers jours sont consacrés à juste ce que tu viens de dire. Donc, et on arrive là-bas, on a l'impression qu'on va devenir un peu fou parce que dire, ouais, voilà, pendant 3 jours, on va juste regarder l'air qui rentre. Regarder, comme tu as dit, prendre conscience de l'air qui rentre dans la narine et de l'air qui ressort. Mhm. Il est plus chaud, il est plus humide, il est sec. Exactement. Euh, et bah c'est tout. Déjà ça change tout, ça change Mhm. absolument tout dans l'organisme. C'est bah faut le vivre hein, de toute façon, faut le faire, Mhm. faut se laisser porter par la pratique, un peu comme on va faire un entraînement physique, bah, on a confiance que l'entraînement qu'on fait va nous permettre de progresser. Mhm. Là c'est la même chose, c'est exactement pareil. Et alors après, et moi, il y a une deuxième étape que j'aime bien faire découvrir, c'est la différence qu'on a entre ce qu'on appelle la respiration thoracique et la respiration abdominale. Donc la respiration thoracique, ça, c'est vraiment le fait que quand j'inspire, j'ai le thorax qui se gonfle. Donc vraiment une respiration haute où je cherche à me grandir et à vraiment étendre la cage thoracique, à étendre en fait mes poumons. Donc vraiment j'inspire en étendant, avec une grande extension au niveau du buste. Et quand je souffle, vraiment cette idée que je vide bien l'air des poumons, quoi. Donc j'inspire, je gonfle très fort mes poumons, j'expire, je vide bien l'air des poumons. Donc vraiment, cette premier aspect de respiration thoracique par le haut, quoi. Et après, ce qui est intéressant, c'est cette fameuse respiration abdominale. Donc cette respiration abdominale, elle se fait comment? C'est que l'idée, c'est que quand j'inspire, mon ventre se gonfle, et quand j'expire, mon ventre se dégonfle. Donc, pour sentir ce mouvement d'inspiration-expiration avec ce ventre qui se gonfle et se dégonfle, je fais mettre une main souvent à plat au niveau du nombril, hein, et vraiment, quand j'inspire, mon ventre se gonfle. Quand j'expire, mon ventre se dégonfle. Et d'ailleurs, quand il se dégonfle avec ma main, je peux appuyer un peu sur mon ventre pour qu'il devienne très très plat, voire pour qu'il rentre, pour bien sentir ce mouvement. Alors, respiration abdominale, il faut être clair, hein, on n'a pas d'air dans le bas du ventre, hein, l'air, il reste au niveau des poumons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en fait, c'est le diaphragme qui est en fait le muscle qui est juste sous les côtes, hein, qui est en fait un muscle qui est en forme de cloche. Et donc, en fait, quand j'inspire et que mon ventre se gonfle, et ben, en fait, mon diaphragme, il s'abaisse et donc il pousse sur mes viscères. Et c'est pour ça que mon ventre devient rond, hein, c'est que je pousse tout simplement avec mon diaphragme sur les viscères à l'inspiration. Et quand j'expire, je remonte mon diaphragme. Donc, en fait, mes viscères remontent, elles ont plus de place et mon diaphragme, il retrouve une position en cloche, voire même une position encore plus haute que sa position naturelle. Donc, il vide complètement l'air des poumons. C'est une manière de le Et détendre. ce mécanisme-là de respiration abdominale, ben, c'est une respiration qui est qui est vraiment une premières étapes, hein, de respiration, parce que c'est une respiration qui est très apaisante. Justement, c'est la première des respirations qu'on peut apprendre pour réguler son stress, pour réguler ses émotions, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, cette respiration, elle active le système parasympathique. C'est-à-dire, elle active notre système de frein au niveau de notre système nerveux autonome pour réguler ce qui est en train ma perception de ce que je vis, etc. Donc, c'est une première respiration très intéressante, anti-stress, que cette respiration abdominale.
Et oui, ben, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au ventre qui se gonfle. C'est vrai que on m'a souvent posé la question, comme les gens savent que je médite tout ça, ils me disent, mais respiration abdominale, j'ai l'impression de pousser sur mon ventre. Oui, au début, ça peut faire cette tendance de, on force un Exactement. petit peu. Oui, Vraiment, quand je dis forcer, c'est un petit peu le mouvement. ouais, ouais, Parce que, comme tu viens de dire, on libère en fait, on libère de la place au exact, diaphragme en poussant le ventre. On pousse exact, ses organes et ses viscères vers l'avant ou vers le bas. tout à fait. On libère de la place pour le diaphragme pour que lui puisse redescendre Ouais. et se détendre. Et pour je vais dire ma pathologie, ce que moi j'avais à travailler par rapport à ma respiration qui était très haute, très thoracique, Mhm. et ben c'était parfait parce que moi j'ai plutôt tendance à avoir à être toujours trop écarté, trop en extension. La Mhm. cage thoracique trop écartée, le diaphragme trop, enfin pas trop, mais toujours haut. Donc, au bout d'un moment, ça peut faire mal. Et dès que j'ai une situation un peu de stress, immédiatement, poum, j'ai pas de. C'est là que ça s'active le plus. Ouais. Et de faire cette respiration-là m'a détendu un muscle que je ne connaissais pas jusqu'à ce qu'on m'en parle, le diaphragme, quoi. Un Tout à fait. muscle Qui est qui, au vraiment final, le est énorme. muscle, nous, ce que j'appelle toujours le muscle clé de la respiration, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un muscle qui se travaille, qui est un muscle intérieur. C'est-à-dire que souvent, nos autres muscles, on les voit, ils sont extérieurs. Là, le diaphragme, en fait, pour aller le chercher, il faut aller mettre les doigts sous les côtes, etc. Donc, c'est un peu un muscle caché, je dirais, mais qui justement est vraiment un muscle fondamental et où on a un vrai intérêt, par exemple, à travailler ce relâchement. Et moi, j'ai des exemples extrêmement concrets, hein. J'accompagne des triathlètes, par exemple, qui font souvent les championnats du monde Ironman à Hawaï. Quand on est pendant 180 km en position aéro, Mhm. qu'il faut se nourrir, qu'il faut boire, eh bien, avoir et savoir travailler cet assouplissement du diaphragme quand on est en position comme ça, où on respecte un certain rythme, etc., de watts et que on n'est pas en surventilation, eh ben, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, par exemple, y compris pour faciliter l'ingestion de la boisson, de la nourriture, de la digestion, etc. Donc c'est vraiment un travail on pratique très, très, très souvent avec les triathlètes, justement. Parce qu'en plus, quand on est dans cette position aéro, on a vite fait d'avoir un diaphragme complètement verrouillé et complètement bloqué. Ouais, c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure des changements d'état, de biathlon, tout ça, là, ça en est un beau aussi de changement d'état quand on reste sur la même position dans un sport et qu'on doit être à l'esprit clair pour se changer carrément. Oui. Changer sa tenue, c'est encore un autre délire, j'ai envie de dire. Faut pas avoir la tête ailleurs, il faut être bien concentré sur ce qu'on fait. Justement, il y a une troisième, je dirais, il y a une troisième phase dans cette respiration au départ, hein. Donc, on a vu respiration thoracique, respiration abdominale. Et ben, je dirais la troisième respiration qui s'enchaîne assez naturellement, c'est celle qu'on appelle la respiration complète, hein, la respiration à trois étages, c'est-à-dire où on fait ventre, thorax, épaule, c'est-à-dire en fait on a au niveau claviculaire, hein, le fait d'avoir cette montée des épaules, hein, à l'inspiration et à l'expiration, le fait de faire redescendre les épaules, bien vider l'air des poumons et bien creuser le ventre. Donc vraiment, ça aussi, c'est une respiration qui est extrêmement puissante dans cette activation du nerf vague et donc du système parasympathique, du frein, avec donc cette idée ventre, thorax, épaule, et puis je redescends. Et moi, en même temps, d'ailleurs, souvent que je fais pratiquer cette respiration, j'active la visualisation mentale d'une vague. Vraiment la vague qui monte et la vague qui descend. Mais vraiment cette vague, il faut prendre l'image de la plage, hein, où la mer est totalement plate, avec le bruit de la vague, hein, où on sent qu'elle vient juste mourir sur la plage et puis elle repart. Ben, c'est vraiment ça, dans cette vague, dans cette respiration à trois étages, c'est ma vague qui monte, ventre, thorax, épaule, et j'expire, je souffle, et la vague, elle redescend tranquillement. Et
vraiment cette respiration-là, cette respiration complète, associée par exemple, on parle déjà un peu de visualisation mentale, là, l'image d'une vague, c'est quelque chose qui est très intéressant pour justement euh, apaiser, calmer, réguler, que ce soit le stress, les émotions. C'est aussi par exemple une respiration qui est très intéressante si on a un peu des problèmes d'endormissement et en fait qu'on est dans son lit et qu'on veut avoir une respiration qui permet d'essayer de rentrer dans le sommeil pour essayer de s'endormir, etc. La Est-ce que respiration complète ou la respiration abdominale ou la abdominale? respiration complète, en fait? Les deux. Les C'est vrai que deux, j'ai elles dit, sont intéressantes parce que, en fait, en position allongée, elles se pratiquent assez facile, elles se pratiquent facilement sans avoir à faire, par exemple, de mouvements, etc. Parce qu'on verra qu'il y a des formes de respiration où on peut faire des mouvements, hein. Donc, enfin, on peut associer la respiration à des mouvements. Là, ce n'est pas le cas et donc c'est quand même assez intéressant. je vais peut-être te lancer sur une autre respiration. La respiration, enfin la cohérence cardiaque, la fameuse respiration Voilà, ça, 365. j'allais Euh, effectivement, c'est intéressant, donc j'allais en parler. En fait, la cohérence cardiaque, c'est une forme de respiration qui est vraiment très spécifique. Pourquoi? Parce que c'est la seule respiration où il y a ce qu'on appelle une rythmologie. C'est-à-dire que si on veut se mettre en cohérence cardiaque, il faut inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. Donc en fait, il faut trouver ce rythme 5-5. Et le protocole de cohérence cardiaque, c'est 6 respirations par minute, d'accord, pendant 5 minutes. donc c'est 5-5. Quand on fait 5-5 pendant 60 secondes, on est bien sur 6 respirations par minute Hein. Et pendant 5 donc, en minutes. fait, on fait 30 respi, on fait 30 respi sur 5 minutes. Le protocole de base de la cohérence cardiaque, c'est ça. Donc, c'est vraiment une respiration alors, donc, que moi j'utilise, mais vraiment qui nécessite pour le coup un apprentissage un peu spécifique. Parce que au départ, en fait, trouver ce rythme 5-5, c'est Tout à fait. compliqué. Donc, en fait, moi j'utilise en fait un audio guide avec un gong. Donc, qui fait gong, qui fait ding, ding, et qui donne en fait ce rythme. Et ça permet de s'entraîner à être sur le bon rythme. Mais ce que je dis toujours, ça c'est une bonne chose, mais quand j'ai besoin de me mettre en cohérence cardiaque, parce que la cohérence cardiaque, l'avantage, c'est qu'effectivement, ça régule, une respiration extrêmement puissante pour réguler le stress, les émotions, pour ralentir le rythme cardiaque. Et en plus, on voit que, par exemple, cette cohérence cardiaque, si on l'utilise le matin, les hormones du stress montent beaucoup plus lentement que Hmm. si on ne le fait pas. Il y a moult études médicales qui l'ont démontré Ok, super que, en fait, intéressant. 5 minutes, il faut comprendre que 5 minutes de cohérence cardiaque le matin vous permet de limiter la montée des hormones du stress pendant une période de 3 à 4 heures. On ne parle pas de 2 ou 3 minutes, on Hmm, parle hmm, de hmm. 3 à 4 heures. C'est-à-dire les hormones du stress montent par notre activité générale, quoi, mais elles montent plus lentement. Et donc, Mhm. le principe, c'est que, OK, c'est bien de se mettre en cohérence cardiaque avec un audio guide, mais il faut savoir se mettre en cohérence cardiaque sans audio guide. Hmm. Parce que l'audio guide, bah oui, si vous faites vos 5 minutes de cohérence cardiaque chez vous, vous pouvez avoir des écouteurs et écouter l'audio guide. Mais si l'objectif, c'est je suis au bureau, il y a un truc qui ne se passe pas bien et je veux essayer de me mettre en cohérence cardiaque, je ne vais pas mettre un audio guide, etc. Je ne peux pas me retrouver comme ça. Donc, il faut passer, et c'est en ce sens que c'est un apprentissage un peu particulier comme respiration, il faut passer de je me mets en cohérence cardiaque sans audio guide. C'est-à-dire il faut arriver à trouver ce rythme de, euh, de 6 respirations par minute, donc Mhm. 5 secondes, 5 secondes, j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes, et je trouve cette rythmologie et je reste régulier pour faire 1 minute de cohérence cardiaque, 2 minutes de cohérence cardiaque, 5 minutes de cohérence cardiaque.
Ça Et vient ce qui est vite hein, intéressant, et ce qui est pour le juste, pratiquer. excuse-moi, juste pour Pardon, finir, ce qui vas-y, est très vas-y. intéressant, c'est que sur cette respiration-là, quand on, donc il y a vraiment un travail de mémorisation au niveau du cerveau pour trouver le rythme de respiration. Moi, souvent, par exemple, je fais faire l'exercice avec un crayon et une feuille pour dessiner des vagues et que la personne, en fait, en même temps, elle trouve Hmm. ce rythme de sinusoïde, en fait, régulière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si on se met en cohérence cardiaque que 1 minute, parce que le protocole habituel, c'est 5, hein, mais là, si on fait ne serait-ce que 1 minute, ça a déjà des bénéfices énormes. Donc, 1 minute, on parle de 6 respirations, hein. Voilà, c'est pas beaucoup, hein. Ouais, mais ça va très très vite. C'est ce que ça me fait penser quand on commence à le faire. On est, comme tu viens de dire, un peu déstabilisé par le rythme Ouais, à avoir, mais ça vient, ça c'est pour ceux qui n'ont jamais essayé et que j'encourage largement à tester immédiatement, ça vient très vite. En 30 secondes, complètement. 1 minute, on ne se rend même pas compte et ça y est, on est dans le cycle. Tout à fait. Et les 5 minutes défilent comme ça, Ouais, voilà. Maintenant, moi j'ai des playlists sur le Spotify ou autre, on tape cohérence cardiaque, il y a les bruits de la mer, des vagues sur 5 des vagues sur 5. Pour se préparer à ça, c'est excellent. Pour l'endormissement, c'est super. Et après, comme tu dis, le faire sans musique aussi, c'est essentiel. De s'écouter. Et même s'il faut pas se stresser, on compte 1, 2, 3, 4, 5 dans sa tête. Au bout d'1 ou 2 minutes, on sent tout de suite que ça se réduit et on sent son tout à cœur fait. battre moins fort. Tout à fait. Aujourd'hui, donc c'est vraiment une respiration, ça fait partie des respirations que moi j'utilise personnellement régulièrement. Euh, En fait, je sais si je suis en cohérence cardiaque parce que j'ai engrammé cette rythmologie, c'est-à-dire je sais en fait si je respire sur 5 et que j'expire sur 5 sans compter. Et comment je le sais, mais c'est très simple, c'est que dans ma tête, hein, sur mes 5 minutes de cohérence cardiaque, quand je fais moi-même l'exercice, je compte pour savoir si je suis à 27 ou 28 respirations sur 5 minutes, à 30 ou à 31 ou à 32. Mm. Et aujourd'hui, de manière mais hyper régulière, quand je fais moi ma cohérence cardiaque 5 minutes le matin sans audio guide, je suis toujours entre 29 et 31, 32. Donc, c'est-à-dire, je sais que je suis en cohérence cardiaque. C'est Optimum. vraiment pas un apprentissage compliqué, hein. Ouais, c'est C'est ce que j'allais dire, vraiment c'est le très fait. simple. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que ça force la concentration puisque ça oblige à s'écouter, respirer et à trouver le bon rythme, quoi. Exactement. Et puis tu le couples avec l'exercice que tu viens de nous dire juste avant. Quand on fait une cohérence cardiaque, on respire avec le ventre. On a le temps de voir, on a le temps de Exactement. sentir les choses rentrer et ressortir. Donc tout ça, ça fait et Voilà. c'est excellent. Et la recommandation qui avait été faite dans le livre Respiration 365, c'est Exactement. 3 fois par jour ça pour Exactement. 6 respirations, 5 minutes et 3 fois par jour. Comme tu viens de dire, on a des effets pendant 3, 4 heures. Si on le fait 3 fois par jour, on a bien compris qu'on était toute la journée sur une Exactement. régulation de son système nerveux qui était Tout à quand même fait. assez intéressante. Tout à fait. Et après, ce qui est intéressant sur les différentes formes de respiration, c'est que il faut comprendre en fait que quand on fait des respirations, pour chaque respiration, il y a des intentions, c'est-à-dire on pose une intention. Mm. Donc, par exemple, dans les respirations, il y a des respirations apaisantes. Souvent, enfin, la plupart du temps, les respirations apaisantes, c'est quand l'expiration est plus longue que l'inspiration. C'est-à-dire, par exemple, j'inspire sur 3 temps et je souffle sur 5, 6, 7 temps. Mm. Donc vraiment, les expirations qui sont plus longues que l'inspiration, c'est des respirations apaisantes. À l'inverse, les respirations dynamisantes, Mhm. c'est-à-dire mon expiration va être très brève et plus courte que mon inspire. Donc, typiquement, j'inspire. Donc là, j'inspire par exemple sur 3 temps, je souffle sur 1. Donc là, rien que ça, déjà, on a une différence entre respiration apaisante, respiration dynamisante.
Il y a aussi un autre aspect qui peut être intéressant dans la respiration, c'est d'introduire en fait ce qu'on appelle de la rétention d'air. C'est-à-dire, pendant quelques secondes, je bloque ma respiration. Alors, l'idée, c'est pas du tout de faire de l'apnée, hein, des concours d'apnée, mais c'est vraiment de bloquer la respiration, prendre conscience de ma respiration bloquée et après d'expirer ou d'inspirer, puisque en fait, cette rétention d'air, on peut le faire poumon plein ou poumon vide. Donc, par exemple, il y a ce qu'on appelle la respiration en triangle. La respiration en triangle, c'est j'inspire, je bloque ma respiration, 3 secondes par exemple, et puis après, je souffle. Et je souffle longtemps. Donc, une inspiration en triangle où j'inspire, je bloque ma respiration 2, 3 secondes, puis je souffle longtemps, c'est plutôt une respiration qui va être apaisante. Il y a la fameuse respiration carrée, Ouais, c'est ce que j'allais venir dont là-dessus. on entend parler, qui est une respiration qui est très intéressante pour la concentration, parce qu'elle met un gros, elle aide le cerveau à comment avoir ce qu'on appelle un focus attentionnel. Donc la respiration carrée, ça se pratique comment? C'est, par exemple, j'inspire sur 3 temps ou 4 temps, je bloque ma respiration sur 3 ou 4 temps, je souffle sur 3 ou 4 temps et je bloque ma respiration sur 3 ou 4 temps. Donc ça fait, par exemple, 4, 4, 4, 4. Et moi, souvent, par exemple, donc on a une phase où on a bloqué la respiration poumon plein et on a une phase où on a bloqué la respiration poumon vide. D'accord? Mm. Et en même temps, moi, par exemple, très souvent, je fais travailler cette respiration avec le fait que, en la pratiquant, par exemple, les yeux fermés, on imagine en fait un carré qui se dessine. Donc, on associe à la visualisation mentale le fait que j'ai un carré qui se dessine en fait devant moi. Et que ce carré, je peux y mettre de la couleur, je peux y mettre des sons, je peux y mettre des sensations, je peux y mettre plein de choses dans mon carré en même temps que je suis en train de respirer. Et ben, cette respiration, par exemple, l'intention souvent associée à cette respiration carrée, c'est vraiment de rentrer dans ce qu'on appelle un peu un tunnel attentionnel, donc vraiment à mettre un focus sur l'attention, à laisser de côté ce qu'on appelle les distracteurs. Les distracteurs, c'est des choses qui peuvent nous distraire, quoi, et donc à favoriser en fait la concentration par rapport au moment présent, quoi. Oui, alors pour la pratiquer, cette respiration carrée, c'est très engageant au niveau du mental, du niveau de la tête. On n'a pas le loisir de penser à autre chose que ça, et c'est ce qui fait aussi la partie focus Exactement, dont je viens de parler. exactement, exactement. Pareil, hein, moi, de tout ce qu'on dit, faut le tester, faut le faire, et Tout à on fait. s'en rend compte au bout de 5 minutes. C'est même pas 5 minutes. Voilà, la respiration carrée, bah pareil. Commencez, si vous voulez tester ça, comme tu viens de le dire, Pierre. Donc, un cycle de respiration, rétention, expiration, rétention. Commencez par 3 Tout à fait. et vous allez très vite voir qu'au bout de 2 minutes, vous allez passer à 4. Très certainement, parce que c'est hyper rapide en fait. Le Tout à système fait. nerveux se détend immédiatement et hop, on a tout de suite moins besoin de. On est tout de suite dans une respiration beaucoup plus détendue. Et c'est vraiment, encore une fois, faites-le et vous verrez, c'est immédiat, quoi. C'est vraiment, vraiment immédiat. Et j'avais une question qui me venait comme ça, un peu pratique. L'athlète qui est au départ de sa course, avec la musique qui monte, qui a le palpitant à 160, alors qu'il est encore sur place. Est-ce que ça serait intéressant qu'il pratique 2 minutes ou 3 minutes ou 1 minute, une respiration, comment dire, 365, là, comme on disait, une cohérence cardiaque pour un peu calmer c'est quoi Tout le... à fait. Ça, c'est vraiment, j'allais dire, c'est pour moi, hein, la respiration, les respirations, puisque c'est les respirations, c'est vraiment un ensemble d'outils dans ma boîte à outils. Donc moi, vraiment, ce que je dis à tous les athlètes, mais même aussi en entreprise, hein, parce que moi, je fais travailler aussi ça en entreprise, c'est d'apprendre différentes formes de respiration et d'utiliser
celles que je trouve les plus parlantes pour moi-même, c'est-à-dire moi-même, que je trouve les plus efficaces. Donc, un athlète, quand il est stressé dans un sas de départ où il sent que, effectivement, toute forme de respiration qui sont des respirations plutôt apaisantes, qui permettent de le recentrer, sont utiles. Donc certains vont utiliser la cohérence cardiaque, il y en a qui vont utiliser de la respiration en triangle, il y en a qui vont utiliser une autre forme de respiration qu'on appelle la respiration tension-relâchement, c'est-à-dire j'inspire, je bloque la respiration, je mets en tension une partie du corps et je souffle et je relâche tout. Donc ce mécanisme de tension musculaire, relâchement, c'est très intéressant puisque en fait on induit un relâchement puissant. Donc c'est une technique de relaxation là pour le coup associée à la respiration. J'induis une relaxation musculaire en même temps que je calme ma respiration. Il y en a qui vont utiliser ça. Il y en a qui vont utiliser de la respiration carrée. Il y en a qui vont utiliser, par exemple, ce qu'on appelle la respiration synchronique. C'est-à-dire la respiration synchronique, c'est je respire, par exemple, une respiration abdominale, et en même temps que je respire, je me synchronise avec une image ou je me synchronise, par exemple, avec des mots. Par exemple, je peux très bien, j'inspire et je laisse monter, par exemple, le mot énergie, le mot calme. Et quand j'expire, je prends conscience que ce mot énergie ou que ce mot calme, par exemple, je le diffuse. Je le diffuse dans toutes les parties de mon corps. Tout ce que je viens de citer, là, c'est plein de formes de respiration qui s'apprennent, qui s'entraînent, et où après, je dirais, l'athlète, ben, il construit. Alors avant la compétition, hein, c'est ce que moi je pousse, hein, je pousse dans ce sens-là, c'est qu'il construit sa routine, j'allais dire anti-stress, et que quand il construit sa routine anti-stress, il va piocher dans sa boîte à outils différentes formes de respiration et aussi d'autres choses, hein, de la relaxation, de la visualisation mentale, le fait d'écouter de la musique, etc. Enfin voilà, plein de choses. Il construit sa routine d'avant-départ qui lui permettent, comme je disais en introduction, d'être dans la bonne zone d'activation, dans la zone optimale d'activation. Celle où en fait il a le bon niveau de stress pour partir dans le coup de feu, partir complètement focus par rapport à l'intention qu'il a sur cette compétition, sur cette course. J'ai une autre question pratique que je prends sur ma pratique justement. Pratiquant des longues distances, on est sur des efforts avec des intensités plutôt faibles. Donc pour ceux à Oui. qui ça parle, on va être sur une zone 1, une zone 2. On peut, enfin en tout cas moi, ça fait quelques mois que je m'entraîne à une cohérence cardiaque rythmée par mes pas quand je vais être évidemment sur une portion qui va être égale pendant un certain temps. Donc ça peut être en montée. Je vais avoir une longue montée avec, je sais pas moi, 600, 800 mm de dénivelé à faire. Hop, on sort les bâtons, je me mets dans le rythme et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et comme si je suis dans mon lit ou quoi, euh, pour la première minute, ça fait bizarre et je sens que la respiration est un peu chaotique. Et hop, d'un coup, ça se met dedans. Et c'est comme si ça rentrait bien en osmose avec le mouvement, en fait. Et je sais pas, c'est intéressant, c'est une bêtise, vaut mieux Non, laisser non, faire son. c'est extrêmement intéressant. Euh, c'est extrêmement intéressant. Moi, je peux partager des choses que je fais faire souvent sur des séances de course à pied relativement à plat quand on est à Z1 ou Z2. Je propose en fait, quand c'est des séances, donc footing où il n'y a pas de thématique particulière, je propose en fait aux athlètes de tester la respiration abdominale, c'est-à-dire en fait d'avoir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, et donc de travailler en fait justement cette souplesse du diaphragme, en même temps en fait qu'ils sont Dans en train de l'effort. courir Ouais. à l'effort. Et donc, comme ils sont sur des efforts très, très modérés, puisque une fois de plus, je le répète, on est à Z1 ou à Z2, donc en termes de pulsation cardiaque, c'est vraiment tout à fait possible.
Bon, moi, j'ai un niveau très, très amateur, hein, mais je veux dire, ça fait 25 ans que je fais du triathlon, mais à un niveau totalement amateur, mais je sais, enfin, j'arrive parfaitement à le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas à faire systématiquement, mais c'est intéressant, justement, de tester ça. Pourquoi? Ben parce que, par exemple, quand tu es avec un trailer ou un ultra trailer qui est de très bon niveau, qui vise la gagne, par exemple, sur un éco-trail, pour ne citer que ça, quand il va arriver au poste de ravitaillement, l'idée, c'est d'être vachement lucide, d'être le plus calme possible, de faire les choses par automatisme, etc. Et donc ça, si en fait on arrive en étant l'esprit complètement embrumé, complètement, je dirais, pas du tout focus au moment présent, qui est le moment présent, c'est je vais arriver au ravito. Et donc, je veux, c'est comme pour les changements de pneus en Formule 1, hein, c'est-à-dire c'est le truc qui est répété, répété, répété pour que ce soit à l'optimum. Et ben, c'est exactement la même chose. Les biathlètes font exactement la même chose, c'est-à-dire les biathlètes, quand ils passent du ski pour arriver sur le pas de tir, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent tout de suite par respirer. C'est la première chose. Ils changent leur mode de respiration parce que tout de suite, tu repars, tu rentres dans une nouvelle discipline, le tir, et où en fait, tu vas aller mobiliser d'autres choses. Et ben en trail, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que ces exercices comme celui que tu décris, c'est-à-dire où je me mets en cohérence cardiaque, ou par exemple je fais de la respiration abdominale, ou une autre forme de respiration avant d'arriver sur une Mhm. zone de ravito, pour que dans la zone de ravito, je sois complètement focus, je fasse les choses, etc., sereinement, et je reparte, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez facile à mettre en place, même très facile à mettre en Ouais, je trouve place, aussi que c'est vraiment et qui simple. est extrêmement bénéfique. Mm. Extrêmement bénéfique. Bah, si on peut clôturer là-dessus, moi, c'est sur le côté simplicité de la chose. Tout ce que Ouais, tu viens de complètement. citer, toutes les techniques de respiration que tu viens de citer, c'est accessible à, on va dire, je vais pas dire tout le monde parce que on va pas se heurter au 1% qui a un problème respiratoire ou quoi, mais c'est vraiment, quand on est en bonne santé, c'est accessible à vraiment tout le monde. C'est très très simple à mettre en place, c'est super rapide. Enfin, je veux dire, faire une respiration, une cohérence cardiaque en 5 minutes, même une respiration carrée, 5 minutes, ça suffit pour changer un état d'être. C'est ça qui est important, c'est on change Exactement. son système nerveux, enfin on change on apaise son système nerveux et on voit tout de suite la différence. Et tu citais, pour parler des tops, des situations à enjeu. Bah là, on parle que de ça, hein, d'entreprise, situation à enjeu. On est sur une course, c'est une situation à enjeu. On voit tout de suite la différence, immédiatement. Et Tout à vraiment, fait. c'est pas. Et ça, pour le coup, c'est pas au bout de 6 mois qu'on se rendra compte de la chose, hein. C'est Non, tout à vraiment fait. immédiat. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi je dis toujours ça, je reprends juste en conclusion ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, moi je dis toujours quand il y a un système, quand il y a une situation à enjeu, donc enjeu tout attaché, N-J-E-U-X, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, c'est aussi qu'est-ce qui est dans le jeu, J-E-U, donc enjeu, qu'est-ce qui est dans le jeu, parce que voilà, il y a une forme de jeu hein, qui se joue, plus ou moins agréable, mais il y a une forme de jeu qui se joue. Et donc, qu'est-ce qui est dans mon jeu JE, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe moi pour moi à ce moment-là, etc. Et donc, finalement, dans ma situation en jeu, j'ai ce melting pot de ces trois trucs qui sont là et que j'ai, ben, moi, jeu JE à gérer, quoi. Je pense qu'on a été assez complet sur le sujet. La respiration, voilà, on a parlé que de certaines formes parce que c'est hyper vaste, hein. Par exemple, Oui. au niveau pour les gens qui pratiquent le yoga, bah, évidemment, hein, il y a plein de formes de respiration qui existent au niveau du yoga. Bah, il y en a Euh, des. Oui, oui. Et puis voilà, là, on il y en a associe le qui peuvent geste à faire. la respiration aussi dans le yoga. Voilà, Donc, voilà, voilà. Donc, il y a vraiment les formes de respiration, c'est vraiment un sujet extrêmement riche. Donc, vraiment, chacun peut se faire son point de vue, en mm. avoir différentes, etc. Voilà, moi, j'ai évoqué
une petite introduction sur certaines formes de respiration. C'est ce que je veux dire. Mais une introduction déjà que si on la pratique, ça fera déjà bouger pas Ah oui, mal de choses. exactement. Et c'est pour ça que je disais, voilà, si vous souhaitez commencer ou vous intéresser à ça, voilà, n'hésitez pas et vous ne serez pas déçus du tout. Bah, c'est tout pour nous aujourd'hui. Je pense qu'on refera un épisode ou même plusieurs sur un focus comme ça. On verra sur les prochaines semaines. On pourrait faire un focus sur l'hypnose, sur la visualisation, sur le dialogue interne, tu vois. C'est quelque chose dans les tops qui m'intéresse beaucoup parce qu'avec cette pratique de l'ultra, le dialogue interne, on Ah, aura tout le à temps d'en fait. avoir. En ultra, et on va dire dans toutes les épreuves d'endurance, notre cerveau qui est quand même une machine à penser, hein, c'est quand même un truc énorme, énorme de chez énorme, hein. Je rappelle toujours la même chose, hein, 6 200 pensées par jour, hein. Donc, quand on est en ultra, les pensées, on a le temps d'en avoir, hein. C'est ça. Voilà, donc notre cerveau, il a le temps de nous raconter des histoires et pas que des histoires. Pas que des belles histoires. Pas que des belles histoires et en plus pas que vraies en plus, hein, parce Ouais. qu'il peut nous chercher à nous raconter un peu des carabistouilles, quoi. Et donc, ouais, il y a le fait de travailler son discours intérieur et la façon de se parler, c'est assez intéressant. Ok, très bien. Bah écoutez, bah, comme pour le précédent épisode, pour ceux ou celles qui souhaitent faire appel à ton accompagnement, je les renvoie sur ta page Insta et ton site internet, performance et coaching, .fr. Et puis voilà, moi je te dis à une prochaine fois. Eh ben, merci beaucoup, Pierre, pour ce moment de partage et à une prochaine fois. Avec plaisir. Allez, salut, à la prochaine. Bonne journée. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.